Bienvenue à tous sur Effort Maximum. Aujourd'hui, on est sur le podcast dédié à la Sportec et c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'on a deux invités. On a Claire et Camille qui nous font le plaisir d'être là. C'est un épisode 100% féminin qui me tient à cœur parce que aujourd'hui, dans mon activité, autre que celle de Effort Maximum, j'accompagne 90% de femmes dans le développement de leur activité et ce sont des femmes qui sont chefs d'entreprise. Et donc pour moi, c'est vraiment très important parce que je suis très admiratif en fait de vos parcours dans le sens où d'ailleurs vous avez une manière chirurgicale d'organiser vos projets. Et quand on voit en fait l'évolution, je suis très admiratif. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. Camille et Claire, comment vous vous sentez ce matin ? Merci beaucoup. Déjà, c'est très chouette d'être ici et je suis ravie aussi d'être avec Camille pour ce podcast. Donc, ça va très bien. Ça marche. Pareil, merci pour l'accueil. Ravie d'être là. Effectivement, avec Claire aussi, avec qui on partage pas mal de choses en commun. Donc, Yes. Très chouette d'être là. Cool. Bon. Aujourd'hui, normalement, l'épisode, c'est pas moi qui l'introduis, c'est toujours mon acolyte, Hugo. Il est absent actuellement. On lui passe le bonjour, bien entendu, parce qu'il va nous écouter. Et aujourd'hui, en fait, on a notre recrue du mercato de janvier, Baptiste, qui va m'accompagner, en fait, sur cet épisode. Je te laisse un petit peu te présenter. Ouais, pour me présenter rapidement, m'appelle Baptiste Poulain. Je suis alternant aux côtés du coup d'Edouard depuis le mois d'octobre, du coup sur la partie Créapsine, et j'ai la lourde tâche aujourd'hui de remplacer un peu Hugo sur la partie podcast. Pour la partie Effort Maximum, je m'occupe de tous les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Clairement, tu es l'œil de l'effort maximum sur nos réseaux. C'est une vraie pépite. Pour nous, on avait vraiment identifié ça comme axe d'amélioration sur le podcast. Et pour justement amener à donner en fait sens dans notre mission et donner, je dirais, de la lumière aux entreprises de la Sportec, il nous fallait une personne et Baptiste est la personne idéale. Du coup, ce que je vous propose, c'est quand même de vous présenter, parce que moi, je vous connais, mais tout le monde ne vous connaît pas, donc qui a envie de se lancer ? Je m'appelle Camille. J'ai 32 ans. Okay. Je suis la fondatrice de Manita. Manita, en gros, c'est une plateforme qui rend le football accessible à toutes les femmes. Donc, on est une start-up de la Sportec. On va rendre le foot accessible à toutes les femmes et un peu faire tomber les barrières qui existent aujourd'hui quant à la pratique du foot par les femmes. On va le faire de deux manières. D'abord, on a une plateforme sur laquelle on va proposer des matchs et des entraînements à la carte, ouverts à toutes, avec plusieurs niveaux de jeu, plusieurs lieux, plusieurs créneaux horaires. Donc aujourd'hui, on a réuni plus de 2000 joueuses dans la région parisienne. Yes. Et on a aussi notre modèle entreprise. Et là, du coup, on va accompagner les entreprises dans le développement du foot féminin en créant leur équipe de foot féminine avec nos moyens de communication interne. Et puis ensuite, en l'animant pendant l'année avec des entraînements, des matchs, des tournois, des ligues, etc. D'accord. Et on a déjà accompagné plus de 150 entreprises sur ces questions-là. Et en fait, à travers le foot, on va plus généralement s'engager pour la place des femmes dans tous les secteurs de la société, à tous les métiers, à tous les postes qui soient, etc. Super. Donc voilà. Et puis, que dire de plus à côté de ma boîte, je suis aussi, du coup, je fais partie du bureau de la Sportec. Yes. Responsable féminisation, inclusion au sein du bureau. Donc mon rôle, ça va être à la fois d'agir pour la féminisation du sport, mais aussi plus généralement sur la féminisation du secteur, des métiers du sport. Merci Camille. Donc, je m'appelle Claire, je suis la cofondatrice de Alke. Alke, c'est une marque de sport et lifestyle pensée par et pour les femmes qui milite pour le droit de jouer pour toutes. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas de sport masculin, il n'y a pas de sport féminin, que le sport appartient à tout le monde et qu'on s'est lancé sur le football au départ pour montrer justement qu'on n'avait pas besoin d'être un homme pour jouer au foot, ni de ressembler à un homme pour jouer au foot. Yes. Et avec des vêtements qui sont éco-responsables, donc fabriqués en Italie, à partir de polyester recyclé. Donc une dimension à la fois sociétale, sociale et aussi environnementale pour avoir une responsabilité globale au sein de la marque. Parfait. Franchement, c'est top. Moi, j'adore vos projets. Franchement, je suis très admiratif. Je vous ai dit au tout début, je dirais vos projets, vos aventures, c'est vraiment très inspirant. Et j'espère que vous êtes une source d'inspiration pour d'autres personnes.
Merci beaucoup. On va pas perdre, bien entendu, les bonnes habitudes. On va faire un peu d'échauffement, comme dans tous les sports. Ce que je vous propose, c'est les questions d'Edouard. C'est la rubrique la première rubrique, en fait, du format Effort Maximum. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la rubrique ou pas du tout? Alors, j'ai écouté un peu les autres épisodes. Donc, de ce que j'ai compris, c'était des questions un peu au hasard, en fonction de numéro. Exactement. J'ai créé j'ai une dizaine de questions. Vous choisissez un numéro entre 1 et 10. Et à partir de là, moi, je pose la question et vous y répondez simplement. 7. Si tu démarrais le projet Alké aujourd'hui, avec, je dirais, l'expérience que tu as acquis depuis 2019, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que donc, ce que je ferais peut-être un peu différemment, c'est sur certaines choses de perdre peut-être un peu moins de temps, d'avoir peut-être un peu plus confiance et d'aller un peu plus vite. C'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est que parfois, quand on lance un projet, on veut que tout soit parfait, on veut avoir déjà des produits finalisés, on veut déjà avoir un peu un projet déjà complètement accompli. Et je pense que c'est aussi peut-être un trait de caractère assez féminin. Et donc Non. peut-être que... Ou alors c'est global. C'est global, tout le monde a ce trait. On est tous perfectionnistes quand on lance le projet. Je veux dire que j'ai accompagné plein d'entrepreneurs. Et en fait, je crois que quand c'est le début, quand c'est le premier, en fait, c'est surtout quand c'est le premier projet, on est hyper perfectionniste en tout cas. Donc, je pense qu'on a tous envie de bien faire, en fait, c'est juste ça. Bah, du coup, je pense que c'est ça. Enfin, c'est ça que je ferais, d'essayer d'être un peu moins perfectionniste et de pouvoir vendre peut-être des fois des choses, ce qui m'arrive de faire maintenant, des choses que j'ai pas encore développées, mais qu'on va développer ensemble. Okay. Ou alors, sur certaines choses, de se lancer, même si le site n'est pas parfait, si il n'y a pas forcément toutes les traductions. Enfin, voilà. Mais en fait, d'être plus dans une logique de on fait et puis on améliore. Exactement. Que de vouloir tout de suite avoir le produit parfait et finalement de mettre plus de temps à le commercialiser et du coup de perdre aussi forcément un peu d'argent parce que le temps, c'est de l'argent. Carrément. Merci. Du coup, Camille... Maintenant que tu m'as dit que la difficulté dépendait du nombre, j'allais dire numéro 10, parce que c'est mon anniv, mais on va dire numéro 5 comme Manita, la petite main. Voilà. C'est quoi la meilleure collab, le meilleur partenariat jusqu'ici avec Manita? Je pense que les partenariats avec des entreprises dont on est vraiment content, ça va être notamment des partenariats qui durent sur le long terme. Je pense notamment à notre équipe féminine Media One. Okay. Là, on re-signe pour la 4e année avec elle. Yes. C'est du coup une équipe qui s'est montée un petit peu comme ça de toutes pièces et qu'on a emmené jusqu'ici et maintenant qui sont un pool de joueuses hyper motivées, hyper investies, etc. Ça, c'est vraiment les choses c'est vraiment ce qui fait vibrer Manita. Et pareil, notre équipe Accor qui, pour la 3e année, là, on va repartir ensemble. Et là, carrément, on est plus sur un seul entraînement par semaine, mais sur 2 entraînements par semaine parce qu'il y a un entraînement plus performance. Ça, c'est des partenariats dont on est très content parce que c'est ce qui montre la force de ce qu'on fait et la réussite long terme aussi, pas uniquement pour de la com. Ou voilà. Il y a vraiment un impact dans la vie de ces personnes, de ces femmes qui nous tiennent énormément à cœur. Donc c'est vraiment les partenariats dont on est le plus content, je pense. Ok, cool. Et puis en plus sur la durée, c'est vrai que c'est génial en fait de voir l'évolution en fait des projets qu'on lance, surtout dans Top. Question facile alors, 5. Ça Question facile, 5. Mais on a plein d'autres projets partenariats, effectivement. Je voudrais pas faire des jaloux. Bien entendu. On peut tous les citer, là. Dans une autre vie, peut-être, dans un autre épisode. On pourra refaire un épisode. On pourra faire un épisode. Avec que des questions 5. Exactement, que des questions Manita. Ok, ça va. Prochain numéro. J'ai envie de dire le 1, du coup. La plus belle rencontre depuis le début de l'aventure chez Alké, c'est laquelle? Ou les plus belles rencontres? Alors, la première qui me vient, parce que c'est celle qui a vraiment donné du sens aussi à ce qu'on fait et Manita. à notre projet social. Donc, il y a Camille, mais Camille, elle est à côté de moi. Donc, forcément, c'était important. Mais je pense, dans l'historique un peu d'Alké, quand on s'est lancé, on a contacté des associations qui œuvraient pour le développement du football féminin partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a rencontré assez rapidement, enfin au départ c'était par téléphone, mais après on est allé là-bas, une ancienne joueuse de l'équipe nationale du Sénégal qui s'appelle Seni Ndirsek, D'accord. qui est
qui était capitaine pendant une dizaine d'années et qui a fondé une association qui s'appelle Lady Stern, qui développe la pratique du football chez les jeunes filles et chez les femmes dans tout le Sénégal et en particulier au cœur des quartiers. D'accord. Et en fait, dès 2019, je l'avais contactée par téléphone et j'avais dit on aimerait bien pouvoir, avec Alké, soutenir le projet. D'accord. Et elle m'avait dit super, mais en fait, pour que vous vous rendiez compte de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, il faut que vous veniez au Sénégal. Génial. Et du coup, j'étais partie avec mon associé Laura là-bas. D'accord. Et on avait vraiment vécu une expérience terrain avec la mise en pratique de jeunes filles qui avaient pour la plupart jamais joué au foot. Yes. Et de voir aussi comment ça leur permettait de prendre le pouvoir, de se sentir plus en confiance sur différents sujets, parce qu'il y avait aussi toute une question d'éducation aussi derrière. D'accord. De connaître ses droits aussi en tant que jeune fille, en tant que femme. Yes. Et en fait, c'est une relation qu'après qu'on a nourrie avec Séni, et aujourd'hui c'est une amie, on est en contact très, très fréquemment. Elle va venir à Paris là, dans une semaine ou deux. Et en fait, c'est très enrichissant parce que ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on fait à travers Alké. Et c'était un peu, c'était vraiment au départ de la marque, donc c'était. C'est une super belle histoire. Voilà, Ouais, c'est une belle rencontre. Une très très belle rencontre. Et après, il y a eu Camille pendant le Covid, mais on y reviendra aussi. On y reviendra. Et avec qui on a partagé aussi énormément de choses. Je rappelle, tu l'as dit en fait un petit peu en filigrane, mais aujourd'hui, 1% du chiffre d'affaires d'Alké est reversé à des associations. Exactement. Ou à des actions qui sont en faveur du développement, au départ du football féminin, mais aujourd'hui plus largement du sport féminin. D'accord, ok. C'est important, je trouve, de le souligner. Manita au Sénégal bientôt ou pas, Camille? Un jour peut-être, dans un autre épisode. Yes. Un prochain numéro, s'il te plaît. 10. Quel est le moment où tu t'es dit « j'ai réussi » dans ton projet? En toute franchise, je pense qu'on se dit jamais vraiment « j'ai réussi ». Ok. Je pense qu'il y a juste des étapes où on se force à... Moi, je suis un peu une éternelle insatisfaite, entre guillemets. Bienvenue au club. Pareil, très perfectionniste, j'ai toujours envie de faire mieux. Ça va jamais assez vite. Donc, c'est surtout des moments où on se force à se dire, OK, on fait le point là. Où on était et où on est aujourd'hui. Et où là où tu te rends compte où effectivement, il y a eu des vraies avancées, où on a fait des vraies choses concrètes. Je dirais qu'il y a des moments forts, quand même, où j'arrive à un moment à me prendre du recul et à me dire waouh, on a fait tout ça. Et je pense notamment à notre tournoi foot solaire qui a lieu chaque année, qui a eu lieu là en octobre, où on réunit presque 800 personnes sur un même terrain. Et il y a un truc hyper fort, c'est qu'on fait un échauffement collectif avec toutes ces personnes et que le tournoi commence avec un grand clapping général. Et à ce moment-là, alors pas sur le coup, mais c'est vrai qu'il y a de l'émotion, etc. Et puis en revoyant après les images, à ce moment-là, j'ai vraiment une bouffée de waouh, on fait tout ça, fait tout ça. Donc ça, c'est chouette. Ok. Et pour avoir été un de ces échauffements sur le dernier tournoi, c'est vrai que c'est un moment très très fort et c'est vrai que c'est assez incroyable de faire jouer autant de monde. Bravo. Ouais. C'est vraiment top. C'est clair, de pouvoir réunir autant de personnes. Moi, je trouve ça magique, moi, personnellement, bravo. J'ai envie de dire numéro 6 parce que j'ai joué longtemps numéro 6 aussi. Ah, ok. L'événement que tu considères comme un tournant pour Alké? C'était en septembre, donc assez récemment. On a fait un défilé à Communal. Et c'était donc à Communal, donc à Saint-Ouen, à côté de notre boutique qu'on a ouvert cet été. Okay. Donc c'était un moyen aussi de inaugurer un petit peu ce lieu, en tout cas l'emplacement à Saint-Ouen. Et le défilé, c'était un défilé rétrospectif de toutes nos collections. D'accord. Avec une quarantaine de personnes qui sont venues, surtout d'équipes de collectifs avec lesquels on collabore depuis un moment. Et c'était assez incroyable de voir tous les designs, toutes les collections, les différents produits qu'on avait faits
et la couleur et l'énergie qui se dégageait. Et c'est vrai que c'était assez fou parce que, en fait, donc ce lieu communal, c'est une ancienne halle industrielle, donc, qui est un espace qui est vraiment très grand, où il y a des food courts, enfin, on est vraiment dans la vie. Et comment dire, oui, enfin ça vit beaucoup. Et en étant là-bas, je m'étais dit, enfin j'avais imaginé la chose en me disant bon bah on va faire un tracé là, on va mettre on va mettre un tapis vert, ça va faire la pelouse, etc. D'accord. Et j'ai vraiment imaginé l'événement dans ma tête. Et après quand on l'a réalisé, je me suis dit mais c'est fou parce que c'est exactement comme je l'avais imaginé moi dans ma tête et ça, c'était vraiment très émouvant aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu, des gens qui nous soutiennent depuis longtemps, des personnes qui avaient shooté avec nous sur les premières collections, donc il y a 5 ans, qui étaient venus défiler, qui étaient revenus, qu'on n'avait pas vus. Donc c'était fou de voir aussi l'engagement en fait de ces filles sur la durée. Et du coup, c'était un tournant parce que ça nous ancrait aussi réellement dans ce qu'on fait, dans aussi toutes nos parties collections, parce qu'on parle souvent beaucoup des équipes et c'est ce qui nous drive, mais là aussi de montrer aussi rétrospectivement les collections, c'était assez beau et assez incroyable. Oui, c'est clair. Le pouvoir de la visualisation, c'est vraiment extrêmement puissant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je confirme, moi j'ai eu un coup de cœur sur la boutique pour le pull Catherine. Franchement, c'est un peu notre best-seller, pour tout dire. Bon, ok. Franchement, je comprends. C'est celui avec toutes les couleurs. Il est beau, lui. Moi j'ai la brassière comme ça. Ouais, elle est trop belle. Franchement, j'ai trouvé vraiment magnifique en tout cas. Donc, je vous invite et il est unisexe, donc ça devrait pouvoir t'aller. Si tu fais un tour à la boutique, tu peux essayer. Bon, écoute, prochain épisode, je m'engage à le faire avec un pull Alké. Et pour rebondir sur ce que Claire disait, parce qu'elle atteste, elle était là au foot solaire et moi j'étais là aussi au défilé. Et pareil, j'ai trouvé que c'était un moment très fort en émotion, le final où tout le monde passe effectivement avec toutes les collections. Alors moi je défilais, première fois de ma vie, comme quoi on vit des expériences dans l'entrepreneuriat. Carrément. Je défilais avec le maillot Manita du coup pour montrer la collection Manita et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'émulation, un truc vraiment très fort qui s'est passé à ce moment-là et c'est pas rien d'organiser un défilé, je pense. Ça sort complètement de ce qu'on a imaginé faire dans nos vies, je pense. Totalement. Et c'était un très beau moment. Et effectivement, on a senti pas mal de positivité dans ce défilé. Bien sûr. C'est très marrant parce qu'on en parle. J'étais à 2 doigts d'envoyer un message à Claire et se dire ce serait possible de ramener un pull en XL pour refaire le vide. Bon, j'ai pas osé. Mais la prochaine fois, du coup. J'ai partagé et je me suis engagé. Comme je tiens mes engagements, prochain épisode, je serai avec un pull Alké. Ça fait beaucoup de choses pour le prochain épisode. Ouais. Et ça tombe bien, on va y venir après. J'aurai un défi à vous lancer, mais ce sera un défi qui sera en off. C'est-à-dire que ce défi, pour savoir ce que je vais vous donner comme défi, en fait, il faudra laisser son adresse email, bien entendu, pour amener, en fait, à savoir le défi qui sera caché lors de l'épisode. Et c'est seulement les personnes qui auront laissé leur adresse email qui auront en fait accès à ce défi. Libre à vous de le réaliser, bien entendu. Un défi totalement accessible. D'accord. J'aime bien faire ça. Il y a beaucoup de mystères autour de ce défi, en tout cas. Du gros teasing. Ouais. Laissez vos mails. Écoute, on est en plein lancement et il faut amener des partenaires. On va pas se cacher. On est un mouvement associatif, donc du coup, voilà. Dernière question, dernier numéro, Camille. 3. Un échec qui t'a permis aujourd'hui de progresser en fait chez Manita par rapport à toute cette expérience depuis 5 ans. Je pense qu'il y a forcément eu, je dirais, des choses qu'on réussit pas du premier coup parce qu'on n'est pas hein, surtout en tant que perfectionniste, bon, faut se le dire. En fait, j'imagine que ma réponse rejoindrait assez naturellement celle de Claire, la toute première. Ouais. C'est-à-dire que je pourrais pas parler d'un échec qu'on a eu, mais de plein de petites erreurs qu'on a faites, et notamment, effectivement, le fait de vouloir que tout soit parfait avant de lancer un truc, packager un truc avant de le lancer. Moi, je suis complètement alignée avec Claire. On a appris que
Voilà, faut le faire faut le faire pour le développer par la suite. Là, je pense que c'est le meilleur apprentissage. Maintenant, si je dois parler d'un... Ouais, c'est bon, ça me va, ça. Dans ce que tu dis, en fait, effectivement, le fait de se dire, on peut justement avoir ce sentiment de perfectionniste, de vouloir tellement bien faire les choses, qu'au final, en fait, ça nous bloque, ça nous même... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper... je suis hyper exigeant envers moi-même, donc du coup, je comprends totalement, en fait, cette vision. Je ne sais pas si tous les chefs d'entreprise le sont. Quand je vois certaines personnes qui publient du contenu, quand je vois certaines vidéos, quand je vois certaines choses, je me dis, mais jamais je peux faire ça, en fait. Ou en tout cas, je peux accepter de mettre, en fait, de cette façon-là, en fait, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est pas possible, en fait, parce que je m'en sentirais pas capable. Et alors que derrière, quand je vois des fois les gens, mais ils se prennent tellement pas la tête, et ils envoient du contenu. Moi, j'ai un gros problème pour animer les réseaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envoyé la patate chaude à Baptiste. J'ai dit, écoute, moi, je suis un éternel insatisfait. Carte blanche. Et voilà. Du coup, en fait, pour démarrer la première mi-temps, je pense que ça va être intéressant. On en a un peu parlé dans l'échauffement. C'est de nous parler, en fait, de votre rencontre. Je dirais, c'est quoi le premier crush? C'est moi qui ai fait le premier pas. C'était un premier contact téléphonique parce que c'était en 2020, avril ou mai 2020. Ok. Pendant le confinement, donc je vous fais le... Ouais. Vous aviez compris. Moi, j'étais en lancement de Manita, c'est-à-dire que j'ai lancé Manita à peu près 2 semaines avant le confinement. Donc, bienvenue au club. Je fais tout pareil. Donc on était sur un timing Parfait. millimétré. Et du coup, pendant ce moment de pause mondiale, je me suis dit quand même, il faut que je réussisse à avancer. Et donc, j'ai commencé un peu à faire une liste de gens avec qui j'avais envie d'échanger, qui étaient déjà dans le foot féminin, qui étaient influents dans ce milieu. Et sachant que le monde du foot féminin, encore plus à l'époque, est minuscule. Et donc, du coup, j'avais fait cette liste. Et dans cette liste, il y avait Claire. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, Claire, est-ce que... bonjour, enchantée. Est-ce qu'on pourrait s'appeler pour discuter? Et on s'est appelé, on a discuté. Et ensuite, on a parlé plein de trucs. On a parlé de son projet, de l'aventure entrepreneuriale de manière générale, du foot féminin, du milieu, etc. Il y a un truc dont je me souviendrai, c'est que quasiment au premier call, tu m'as dit... on pourrait faire un maillot pour Manita, pour la communauté. Et moi, je trouvais ça incroyable que tu m'aies proposé ça. Alors que c'était mon job de vendre des maillots. Ce qui paraît cohérent jusqu'à là. Mais bon, effectivement... Mais je trouvais ça trop bien de me dire on pourrait avoir un maillot vraiment à notre image, à nos couleurs. Je trouve ça fou, en fait. Et parce que tu m'avais même envoyé des simules avec justement le fameux maillot Gradient qui est notre premier maillot Manita et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Et puis depuis avec Claire, on s'est rencontrés comme ça, mais après on s'est suivis dans toutes les étapes de nos projets. J'ai notamment fait le programme Les Sprinteuses de Willa qu'elle avait fait juste avant, l'année d'avant. Puis après on s'est retrouvés au tremplin. Puis après on a pris des bureaux ensemble. On a fait des collabs de maillots. L'autre maillot de Manita, c'est Alke qui fait les maillots de nos équipes d'entreprise pour nos tournois aussi. Donc on ne se quitte pas. Ok. Voilà. C'est ça, mais c'était un peu un drame que moi je sois partie au Perco à Saint-Ouen alors qu'elle était au bout du... Rupture. Enfin, on est de part et d'autre de Paris. Pourtant, j'ai essayé de l'amener à Saint-Ouen, mais ça n'a pas marché. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois que c'est encore plus loin que le 20e. Non, c'est beaucoup moins loin en fait. Ah ouais. Mais alors, où est le problème? J'ai perdu mes automatismes de francilien. Toutes mes excuses. Je suis sur mon roche. J'ai perdu en Bretagne. Donc, je ne vois plus Paris pareil. Non, c'est moins loin, mais oui, on a pris des chemins, en tout cas géographiques différents. Géographique. Mais ce qui ne nous empêche pas de nous voir. Je vais parfois bosser au Perco avec Claire, donc on continue à être très souvent en contact. Collab. Et okay. C'est super, du coup, d'avoir ce genre de moment aussi pour se voir et se retrouver. Ouais. Ah, je trouve que c'est hyper enrichissant, enfin hyper nourrissant, en fait. Vous avez commencé le lancement... Alors, toi, tu étais peut-être un peu plus en avance, tu as commencé en... Pas beaucoup plus avant, parce qu'en fait, on s'est lancé en juin 2019, donc oui, c'était voilà. 6 mois avant le Covid. Voilà, c'est ça. Donc, on était un
peu près dans le même timing. C'est ça, oui. Il y a 9 mois, parce que moi, je sais que j'ai lancé au mois de mars 2020, pareil, l'activité de Créapsine. Bon, c'était pas le meilleur moment, mais bon, on est toujours là, on est toujours vivant, donc c'est cool. Hein. Ça veut dire qu'on est anti-fragile dans notre activité, et c'est cool. J'aimerais revenir sur un événement en fait qui s'est passé il y a un mois. Un événement qui a fait du bruit. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il a vraiment eu un impact. Cet événement, c'est bien entendu la place des femmes dans le monde du sport. Est-ce que peut-être vous pouvez en parler très rapidement pour les personnes qui n'ont pas trop suivi en fait cet événement? Déjà pour le présenter. L'événement, les femmes dans les métiers du sport. Donc c'est un événement qu'on a organisé pour le coup avec la Sportec. Donc on sort un petit peu de nos casquettes Manita, Alké. C'est un événement qui s'engage en fait pour la place des femmes dans les métiers du sport, puisqu'aujourd'hui on a 85%, je crois, des startups dans le sport qui n'ont pas de femmes fondatrices ou dirigeantes. C'est énorme. Oui. Aujourd'hui, les femmes, elles vont rencontrer pas mal de barrières pour accéder au milieu du sport et pour y rester. Donc l'idée de cet événement, c'était déjà de regrouper des femmes, mais aussi des hommes sur ces sujets-là. Et l'objectif, c'était pas seulement d'aller pointer les problèmes, parce que c'est souvent ce qu'on fait dans ce genre d'événement. Il y a des problèmes, bien sûr, mais notre objectif, c'était et c'est d'ailleurs, parce qu'il y a une suite en fait à ça, aussi et surtout d'aller trouver des solutions. Donc il y avait une partie plénière avec 3 intervenantes, donc Nathalie Nénon-Zimmermann, Mejdaline Miri et Charlotte Girard-Fabre, qui ont des parcours professionnels qui sont vraiment extraordinaires dans le milieu du sport et qui sont hyper complémentaires. Donc c'était vachement riche en apprentissage. Elles rebondissaient hyper bien les unes avec les autres. Ça a été vraiment un très beau moment. Et puis après la plénière, on a eu une série d'ateliers. Et ces ateliers étaient animés par des femmes fondatrices de la Sportec. Claire animait un atelier. C'était sur quoi l'atelier que tu animais, Claire? Sur le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc hyper hyper c'est un sujet central en fait. Et en fait, il y avait différents ateliers. Donc il y avait le syndrome de l'imposteur, il y avait repérer et combattre les biais de genre. Il y avait les questions d'éducation aussi. Comment surmonter ça par l'éducation. Là, il y avait d'autres ateliers aussi. Et l'idée, c'était que les participants et les participantes se regroupaient sur ces ateliers. Donc, on les a répartis en ateliers et travaillaient, en fait, avec des post-it, avec des... Enfin, c'était vraiment très pratique. Le but, c'était que tout le monde travaille ensemble à des solutions. Et ces solutions, c'est la suite. On va en faire un livre blanc. L'idée, c'est, bien sûr, on va à nouveau rappeler les stats, les problématiques qu'il y a. Mais on va laisser une énorme place à comment... On en est là maintenant, comment on avance et comment on agit pour un monde du sport plus inclusif. Il y a un chiffre dans le post que tu avais mis, qui m'a vraiment qui a attiré mon attention, c'est par rapport à la rentabilité en fait, des entreprises. Aujourd'hui, en fait, les femmes qui sont généralement au board de certaines de ces entreprises sont 21% plus rentables que d'autres entreprises. Et je trouve que ça, c'est un message quand même assez fort qu'il faut souligner, et surtout dans la période dans laquelle on est. On est dans une période de crise, il y a un changement, et je pense qu'en fait, ce genre d'événement et le fait d'amener des solutions, c'est vraiment, pour moi, une vraie pépite, en tout cas, et c'est vraiment génial. Est-ce que tu pourrais livrer peut-être une chose je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est beaucoup, enfin, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, beaucoup de femmes ont le syndrome de l'imposteur. Ça arrive aussi, bien entendu, chez les hommes, mais c'est souvent prépondérant. Est-ce que y a un axe d'amélioration qui pourrait permettre d'aider en fait des femmes qui nous écoutent actuellement pour pouvoir justement, je ne veux pas spoiler bien entendu le livre blanc, je veux au contraire donner le livre, donner envie d'aller chercher le livre blanc. Le livre Instant blanc. Marketing. Pam, pam, pam. Alors, spécifiquement sur le syndrome de l'imposteur? Je vais parler du syndrome de l'imposteur, mais ça peut être sur Après, un autre si sujet. tu veux, je peux très bien je justement peux enchaîner sur le répondre syndrome de l'imposteur. sur ce qui est ressorti de l'atelier qu'on avait fait. Il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes, mais ce qui me vient en tête en premier lieu, c'est que
déjà, le syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément spécifiquement féminin. Les femmes le ressentent plus en pourcentage, mais il y a aussi des hommes qui le ressentent. Donc, c'est quelque chose qui est en fait partagé par tout le monde. C'est lié aussi, enfin, c'est lié à la confiance en soi. Et ce qui était revenu, c'était souvent qu'il fallait partager. C'était très important de partager, de créer un réseau pour se dire, en fait, la situation sur laquelle que je suis en train de rencontrer, je ne suis pas la seule à avoir rencontré. En fait, la personne à côté de moi, je connais potentiellement des personnes qui ont ressenti cette chose-là. Et en fait, si je partage avec eux, déjà, je reprends un peu la main sur moi et sur cette confiance. Et en plus, on peut brainstormer ensemble des solutions et se sentir aussi plus fort ensemble, donc avec ce réseau aussi de personnes, que ce soit des partenaires, que ce soit des amis, que ce soit dans différents cercles. Et la puissance du réseau pour aussi lutter contre ça et se sentir peut-être un peu moins isolé sur ces problèmes, je trouvais que c'était quelque chose d'assez fort qui était ressorti. En parallèle de aussi toute une question un peu d'éducation. Et il y avait aussi, dans ce qui était ressorti, il y avait un peu le rôle de l'État aussi qui était mis en valeur sur potentiellement des formations qui pouvaient être remboursées sur justement travailler sur soi-même, sur reprendre confiance en soi, etc. Et dans certains pays du Nord, en fait, c'était des choses qui étaient déjà mises en place pour les plus jeunes, parce que ça commence finalement dès le plus jeune âge. On est d'accord. Et je trouvais ça assez fort. Et donc, du coup, je me souviens un peu de tous les axes, mais je me souviens de ces deux axes-là qui étaient ressortis en atelier qui était quand même assez court, finalement. Et c'était assez chouette parce que déjà, le fait de partager, le fait d'échanger, je trouve que c'est un pas pour aller justement trouver des solutions et se sentir un peu plus à sa place. Carrément. Quand tu me dis ça, moi, je pense à une de mes partenaires avec qui je travaille dans l'organisme de formation. C'est Tandem Company, c'est une compagnie en fait d'impro théâtrale en fait, et on fait ce qu'on appelle du théâtre forum. Et justement pour montrer en fait la vulnérabilité en fait qu'on peut avoir par rapport à certains sujets, et justement de pouvoir aussi de le prendre à la dérision et de pouvoir en rire et de pouvoir en fait mettre des mots dessus en jouant en fait ces situations, en partageant ces situations. Et je trouve que c'est vraiment très très fort en fait, vraiment de montrer sa vulnérabilité. Mot pas simple à dire. Mot pas simple. Merci. Et je rajoute une chose parce que ça m'avait marqué quand on avait parlé, c'est qu'il y avait aussi le regard des autres versus le regard à soi-même. C'est-à-dire que souvent, on est plus exigeant sur le regard à soi-même que les autres ne le sont sur nous. Et c'est ça le premier biais sur lequel il faut travailler. C'est voilà. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on n'est pas bon sur quelque chose, mais on demande à son collègue, mais qu'est-ce que tu penses de moi sur ça ? Et en fait, il y a un grand écart. Ouais, et des fois, il faut être aussi plus indulgent par rapport à soi-même. Moi, j'aime bien dire, dans ce genre de situation, quand on a ces pensées parasites, ce que j'appelle ça vraiment des pensées parasites, c'est vraiment de faire un pas de côté, en fait, de prendre du recul et de se dire, OK, derrière, on peut voir les choses différemment, ou derrière, tout simplement, je fais un teasing, bien entendu. On a fait un article cette semaine, la semaine dernière, sur la boîte à cookies, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est un concept qui vous parle, en fait. Dans cette boîte à cookies, en fait, on va mettre toutes les réussites personnelles qu'on a pu avoir au cours de sa vie. Peut-être que Baptiste, tu peux en parler, parce que c'est toi l'auteur de cet article. C'est vraiment mettre dans une sorte de boîte imaginaire toutes les réussites qu'on a eues, que ce soit professionnelles, personnelles, etc. Et quand on se retrouve dans une situation compliquée, il faut, entre guillemets, piocher dans cette boîte et se rappeler les bons souvenirs qu'on a pu avoir quand on a réussi, par exemple la création d'une entreprise, ou c'est pas n'importe quoi, comme avoir juste eu le baccalauréat, ou etc. Et en fait, cette boîte à cookies nous permet de nous rappeler les sensations qu'on a eues quand on a réussi, c'est tous ces événements, et ça nous permet d'aller vers l'avant dans les épreuves difficiles qu'on peut rencontrer. Et c'est le principe de la boîte à cookies de David Goggins. Carrément. C'est hyper intéressant, et ça me fait penser que
Et en plus, ça revient à la question dont on parlait tout à l'heure. Moi, je me souviens que pendant Manita, il y a des fois où on a signé des clients, c'était super, etc. Mais on est tellement souvent exigeants envers nous-mêmes qu'on est un peu en mode ouais, c'est bon, on a signé, allez, c'est bon, c'est quoi la suite? Et je me souviens que ma meilleure amie, une fois, m'a dit, tu sais, je lui avais dit, ah oui, mais là, tu vois, on vient de signer, je sais plus quel contrat. Et donc du coup, machin, et elle me dit, attends, vous avez signé ça? Et j'ai dit, bah oui. Et elle me dit, mais non, Camille, stop. Il faut que tu célèbres. Il faut réussir à célébrer les victoires. Et en fait, Carrément. c'est hyper important C'est de ça. prendre le temps, justement, de célébrer, de se dire, waouh, c'est génial, on a fait ça. Ok, maintenant, il faut bosser. Grave, Mais pour il faut reprendre. prendre le temps. Et maintenant, je prêche cette bonne parole. Ouais. Je l'ai dit plusieurs fois à des gens qui bossent avec moi aussi. Non, viens, on célèbre déjà, on est content, on se dit bravo, on se congratule. Ouais. Et ensuite, on retourne dans les problèmes. Pour parler en fait justement de vos projets, il y a cette dimension, vous êtes en mode start-up, où il y a cette dimension d'investissement. Comment le projet a été accueilli par le monde du sport? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu? Est-ce que, au contraire, ça a été laborieux? Alors, je pense qu'il y a différentes périodes et au moment, enfin, à la fois dans la vie de l'entreprise et à la fois liées au contexte. Quand on a lancé Alké, par exemple, on avait choisi le momentum de la Coupe du Monde féminine de football qui avait lieu en France. Donc, c'est sûr que quand on a lancé, le projet a été très bien accueilli, à la fois par, je dirais, le monde du sport, parce qu'il y avait un coup de projecteur vraiment mis sur le football féminin, mais aussi par j'ai envie de dire toute la population, c'est un peu large, mais toute notre communauté qu'on était en train de construire, que ce soit des amis, de la famille, des collègues, de la communauté, enfin des joueuses de foot, des sportifs, des fans de sportswear. En fait, par ricochet, le fait qu'on soit dans un momentum avec un coup de projecteur sur le sport féminin, en particulier sur le football, ça intéressait énormément. D'accord. Et le projet a été très bien accueilli. On a rejoint assez rapidement Willa, qui était l'incubateur pour la mixité dans le sport, avec le programme qui s'appelait les sprinteuses, pour la mixité dans l'entrepreneuriat, avec les sprinteuses, qui est un programme dédié au sport et avec des fondatrices. Et après, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'on avait ce momentum, ça nous a beaucoup soutenus pour notre lancement. Mais c'est un peu comme tout, c'est que ce soutien, c'est un peu délité dans le temps. Et aussi parce qu'après, il y a eu le Covid, il y a eu d'autres choses, d'autres événements qui sont liés. Et je trouve que, en fait, c'est un peu dommage parce que ce soutien à la cause du développement du sport féminin, il est quand même assez lié à l'actualité. C'est-à-dire qu'on va en parler parce qu'il va y avoir une compétition. Mais après, quand on va repasser à la vie normale, ça va un peu moins intéresser les gens. Alors que ça devrait être un sujet de fond sur lequel on investit vraiment dans la durée et tout le temps. Alors, il y a certains clubs, il y a certains partenaires qui investissent dans la durée, mais je trouve que le monde du sport est un peu trop cyclique et opportuniste sur le sport féminin, et qu'il faudrait qu'il investisse beaucoup plus sur le long terme, parce que c'est comme ça que ça va permettre de perdurer les projets. Carrément. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment, c'est même une stratégie, en fait, j'ai envie de dire. On fait la même chose dans la finance. Je reprends mes bases de l'assurance. Quand je conseillais mes clients, je disais, ça sert à rien d'investir seulement sur l'événement ou sur le moment. Vaut mieux investir sur la durée, en fait, pour pouvoir justement planter, en fait, des petites graines et les arroser, en fait, au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et je trouve que ça donne aussi une image de stabilité, en tout cas de durée, en fait, qui est vraiment très, très important et très puissant. Je te rejoins totalement là-dessus. Si je peux rebondir, je suis assez d'accord déjà que l'investissement des acteurs du sport se fait de manière assez ponctuelle, selon des grands événements. Et j'ajouterais aussi que moi, je trouve que l'accueil des acteurs du sport est plutôt positif dans l'absolu. C'est-à-dire que quand on parle, en tout cas moi, quand je parle de Manita, tout le monde, en réalité, est unanime sur le fait que c'est super ce qu'on fait, qu'il faut faire ça. Si
on veut qu'il y ait des acteurs qui continuent à faire ça et agir sur le terrain, mais il faut qu'ils aient les moyens de le faire. Et donc, du coup, pour ça, il n'y a pas de secret, en fait. C'est l'investissement financier qu'il faudrait, en réalité. Il ne faut pas attendre que le sport féminin soit ultra désirable pour investir, mais en fait, c'est un peu l'inverse. C'est si tu investis dans le sport féminin, il va devenir plus visible, plus désirable, etc. Et ça va faire un cercle vertueux. Il y a quand même des acteurs qui commencent à le comprendre, donc je pense qu'on est dans une bonne dynamique, mais il faudrait que ça s'accélère et il faudrait que tout le monde le comprenne et que ça aille plus vite. C'est toujours le nerf point. de le gars, mais effectivement, il faut que ça aille plus vite. Le projet que toi, tu amènes, il est tellement, je dirais, à la fois sociétal, mais aussi, en fait, en lien avec l'environnement de ce qui se passe, en fait, dans la culture de l'entreprise, en fait, qui est, pour moi, quelque chose qui est central, parce que sur certains métiers, on a des problèmes de recrutement, on a des problèmes de... mais parce qu'en fait, derrière, la culture d'entreprise, les missions, les visions ne sont pas suffisamment claires. Et derrière, si on a justement un projet qui est clairement établi et qui amène en fait à mettre, je dirais, les collaborateurs dans les meilleures conditions, c'est beaucoup plus valorisant. Ça fait tout de suite sens en fait en tant que collaborateur. Je me dis qu'on a forcément envie de s'investir beaucoup plus en fait. Donc je crois qu'effectivement, au-delà de juste focaliser sur l'aspect communication, c'est plus investir en fait sur, je dirais, l'image interne qui est véhiculée. Et c'est clair qu'on avance encore peut-être trop lentement et qu'il y a une vraie marge de progression. Et tant mieux, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut continuer à avancer sur cette partie-là. Et je pense que c'est aussi avec votre créativité, avec la créativité, l'intelligence collective, qu'on va amener en fait à faire bouger les choses. Mais non, mais tu l'as complètement dit. Au-delà effectivement de la communication, nous quand on travaille avec des entreprises, faire connaître le foot aux femmes en entreprise, en fait, ça n'a pas que la vertu de ok, c'est cool, elles font du foot comme les mecs. En fait, c'est beaucoup plus large. Déjà, il y a ce truc de on remet sur un pied d'égalité en fait ce sport des hommes vis-à-vis des femmes. Carrément. C'est fou parce que c'est quand même le sport le plus populaire au monde. Donc déjà, voilà. Et puis les femmes, elles ont ce sentiment que du coup, j'ai ma place sur le terrain et en fait, du coup, ça va me donner la force d'avoir ma place en fait ailleurs. J'ai ma place en fait. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on m'a pas donné l'opportunité d'accéder à un truc qui est mondialement connu, qui est en fait plus qu'un sport, c'est un phénomène sociétal le foot. Donc en fait, permettre aux femmes d'atteindre, d'entrer dans cette sphère, c'est tout simplement lui ouvrir les portes d'un phénomène qui est complètement universel et sociétal. Et en entreprise, connaître les vertus du sport collectif, carrément. C'est hyper important aussi. Les femmes, elles connaissent beaucoup moins les vertus du sport collectif que les hommes, alors que ça amène énormément de choses. Notamment, on en parlait un peu, mais la troisième mi-temps, ce côté un petit peu cohésion d'équipe. Et finalement, moi, j'ai vu des trucs où, pendant la troisième mi-temps, tu as des espèces de décisions qui se prennent d'entreprise, qui se prennent après le match. Et c'est fou que les femmes, elles participent beaucoup moins à ça. Et donc, en fait, à travers le foot, on remet femmes et hommes sur un pied d'égalité. Et tu l'as dit aussi, le bien-être au travail, c'est aussi vecteur de croissance économique. Voilà, donc en fait, il y a tous les signaux sont là pour investir dans le sport féminin en interne et en externe, quoi. Carrément. Ce qui me donne une excellente transition pour te demander, Manita, c'est aujourd'hui un projet qui est exclusivement francilien, en tout cas sur, je dirais, la partie, je dirais, loisir, en tout cas, les événements sont principalement sur Paris. Après, avec la partie entreprise, peut-être que ça se développe, je dirais, hors Île-de-France. Aujourd'hui, Lyon est quand même une ville qui a mis, je dirais, sur un piédestal le foot féminin. On a vu des changements, notamment de direction avec Michel Kang, qui est devenu en fait la propriétaire du club de OL féminin. Est-ce que on va avoir une exclusivité? Est-ce que à Lyon, on va avoir un Manita, je dirais, qui va se développer un peu plus que autant que sur Paris? Alors, effectivement, aujourd'hui, Manita, on est principalement sur la région parisienne. On a organisé quelques événements à Lyon par le passé. C'est vraiment, effectivement, une ville du sport féminin, du foot féminin. Et ça a été...
En fait, Manita n'a pas pour but de rester dans la région parisienne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de travail déjà dans la région parisienne qu'il faut faire ce step de passer. Mais là, aujourd'hui, notre focus, il est surtout en 2025 sur Marseille. Ok. Ça s'est fait un petit peu par aussi plus de questions d'opportunités, de comment est-ce qu'on développe. Mais Marseille et Lyon, c'est vraiment nos deux cibles. Voilà, Ok. notre objectif, c'est bien sûr d'être présent sur tout le territoire français. Pourquoi pas européen même. Mhm. Donc voilà, effectivement, ça met parfois un peu de temps parce que il y Bien a sûr. beaucoup de travail, mais l'objectif, c'est de se développer effectivement en 2025 à Marseille et pourquoi pas à Lyon, Ok. Lille. Donc pas tout la même année, mais en D'accord. tout cas, on y travaille. C'est Jules qui doit être déçu. Hein. Je fais une petite dédicace parce que on a une petite rivalité OM Marseille. Donc du coup, je suis très content de t'entendre dire que Manita va se développer à Marseille. Est-ce que Manita a pour peut-être dans le futur projet de se développer dans d'autres sports que le foot? Ça, c'est une question qu'on m'a pas mal posée et que je me suis pas mal posée. Ok. Aujourd'hui, je dirais que, en tout cas, pas dans un futur court proche. ou moyen terme, ouais, en tout cas, parce que c'est vrai que le foot, c'est un sport extrêmement masculin et c'est vraiment un message qu'on veut faire passer. Ouais. Si on se développait dans d'autres sports, ce serait plutôt d'autres sports très masculins qu'on a envie de féminiser pour exactement les mêmes raisons. Mais aujourd'hui, et exactement de la même manière que pour Paris, il y a déjà tellement de choses à faire sur le football que parfois, il faut réussir à, et ça, je pense que c'est un truc hyper important aussi, réussir à se focus, réussir à ne pas s'éparpiller parce que, on pourrait faire 150 millions de trucs pour le coup. Et en fait, parfois, il faut se dire, non, on choisit une stratégie et on y va à fond. Et puis après, on pense un peu One thing. à ce qu'on va faire. Une chose, Ouais. un focus. Exactement. Carrément. J'ai beaucoup regardé aussi Projet Alké et j'ai remarqué que dans l'approche stratégique, dans la cible que vous avez choisie, tu as effectivement ciblé bien entendu le foot qui est, je dirais, le sport médiatiquement le plus connu. Mais j'ai vu aussi énormément de développement sur d'autres sports, sur des sports qui sont assez stratégiques. Je pense au roller derby qui a vraiment, je dirais, ces dernières années vu une grosse évolution. Il y a le foot volley, il y a plein de sports, je dirais, assez nichés en fait, sur lesquels vous vous êtes positionné. J'ai envie de savoir en fait comment est arrivé un petit peu ce choix stratégique. J'aimerais savoir un petit peu comment ça s'est fait. Est-ce que c'est fait naturellement? Est-ce que En fait, quand on a lancé Alké, c'était la marque principalement de foot et ça reste la marque principalement de foot parce que ça vient du constat qui était mon constat personnel que quand on est déjà c'est compliqué, comme le dit Camille, quand on est une fille de se dire le foot c'est un sport pour moi parce que ça reste un sport de mec. Et en plus, quand tu commences le foot, tu vas dans un magasin de sport et il n'y a pas de vêtements de foot féminin. Ou alors on te dit ce truc il est un peu rose, c'est bon, c'est pour toi. Non, en fait, ça marche pas comme ça. D'accord. Et donc, il y avait vraiment cette volonté de commencer par le foot parce que c'était le sport numéro 1 et que c'était le sport vitrine pour faire évoluer les mentalités. D'accord. Mais que derrière, en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas de sport féminin ni de sport masculin et que ça s'applique, en fait, à tous les sports et pas que au football. Et donc, quand on a développé en fait d'autres sports, au début, c'est vrai qu'on a pensé aux sports un peu classiques comme le handball, comme le rugby, comme le basket. Mais en fait, j'avais une de mes coéquipières du foot qui faisait du roller derby. Moi, je connaissais pas du tout le roller derby. Et elle était en équipe de France de roller derby. Donc, elle connaissait très bien le roller derby. Okay. Et elle m'a dit, mais Claire, ça serait génial que tu puisses nous faire des équipements parce qu'on est à la recherche d'un équipementier. Et c'est vrai que le marché, il est dominé aujourd'hui par une entreprise où la personne qui est plus ou moins à la tête est accusée d'agression sexuelle sur une joueuse. Donc, ça ne correspondait pas du tout aux valeurs du sport. Voilà. En général, donc on a dit, oulala, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, en fait. Elle m'a donné ces équipements qu'elle avait. Et on a étudié, on a vu quelles étaient les spécificités du sport et comment on pouvait adapter. Et c'est là où j'ai découvert ce sport qui est assez incroyable, qui est en fait un des seuls sports, j'ai envie de dire, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais
un sport d'équipe pensé par et pour des femmes, Ouais. et pour les minorités de genre. Et un sport qui est très inclusif, qui justement s'attache pas à la question de genre. Totalement. Et du coup, pour nous, c'était intéressant de prendre ce sport-là et de commencer à travailler avec ce sport-là, parce que c'est un peu, pour moi, un laboratoire d'innovation pour comprendre ce qui va se passer peut-être dans le futur du sport et dans le futur des équipements en tant que tel. Et voilà, et donc ça s'est fait comme ça s'est fait par des rencontres et après donc on a commencé à créer un réseau d'équipes avec son équipe qui était une des meilleures équipes en France, qui est le Paris Roller Derby, et qui a permis après de pouvoir toucher d'autres équipes, et même aujourd'hui on a des équipes à l'international. On a l'équipe nationale d'Autriche, là on a une deuxième équipe en Autriche avec des joueuses qui sont dans l'équipe nationale d'Autriche qui nous ont demandé de faire des maillots aussi pour leur équipe, donc on a une équipe au Texas aussi, donc ça se développe quand même de façon assez intéressante. Et voilà, l'idée, c'est de dire, en fait, il y a d'autres sports qui peuvent aussi nous inspirer pour mettre plus d'inclusion dans des sports plus traditionnels comme le football. Ok. Donc, la vision 2025, c'est objectif international, ou c'est continuer sur la France, ou est-ce qu'il y a... On continue. En fait, depuis 2022, on a des clubs à l'international et on continue et pour nous, c'est un axe assez important de l'international pour pouvoir faire rayonner le projet. Après, il y a aussi beaucoup de choses à faire en France, donc ça va être plus par des contacts, des prises de contact qui vont être faites et des demandes, que nous qui allons poncer à aller faire, aller démarcher des équipes à l'international, parce qu'on n'a pas forcément le temps et qu'on reste plus sur le focus France. Mais si on a de l'entrant et si on a des opportunités de faire rayonner, on les prend, et puis bien comme sûr. Ça permet d'élargir le projet. Il y a un post que j'ai beaucoup aimé, c'était justement en Colombie, les équipes fait qui partagent en fait le logo en fait de leur entreprise, en fait, pas de leur entreprise mais de leur club en fait, qu'ils divisent en deux. Et je trouve que ce signal, enfin cette campagne, c'est vraiment très puissant, et je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez soumis peut-être peut-être toi aux entreprises, parce que je pense que ça pourrait fonctionner aussi, ou vice-versa aussi sur des clubs qui sont aussi bien engagés sur le sport masculin et sur le sport féminin? Alors nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on a mis en place, mais je trouvais ça parce que pour moi, c'était pour faire bouger la communauté de fans qui étaient derrière les équipes, les grosses équipes, en Colombie, plutôt de première division, et voir les équipes nationales. Et c'est vrai que nous, comme on est plutôt à un niveau amateur, on n'a pas forcément ce besoin-là, parce que les clubs qui nous contactent, c'est des clubs qui sont quand même dans une dynamique de promouvoir leur section féminine, ou alors c'est des clubs qui sont exclusivement féminins et qui n'ont pas forcément derrière de clubs masculins. Mais j'avais trouvé la campagne aussi assez incroyable, parce que ça montrait justement que quand on aime une équipe, quand on aime un club, on doit soutenir autant la section féminine que la section masculine. Exactement. Et que les deux sont liés. Et les clubs qui réussissent le plus, c'est quand les deux ils sont liés, et que les deux sont portés par un engouement fort. Enfin, s'il y a des garçons du PSG qui viennent voir le PSG féminine, le PSG masculin qui vient voir le PSG féminin, ça c'est hyper fort, parce que ça leur donne un élan en plus. Totalement. Eux ont de la lumière, donc du coup, je dirais, de manière ricochée, en fait, ça amène de la lumière aussi. Et je pense que ça va, à mon sens, peut-être pas assez vite, parce que je pense que peut-être que les footballeurs pourraient faire un peu plus. Oui. Personnellement, c'est mon avis, et je pense qu'il y a cet échange déjà entre équipe masculine et équipe féminine, mais derrière, en termes d'image, je pense que les joueurs pourraient être un peu plus engagés, investis. Je pense, en tout cas, c'est mon regard sur cette partie-là. Et toi, est-ce que sur les entreprises, parce que je suppose que dans les entreprises, tu rencontres aussi bien des clubs féminins que des clubs masculins. Est-ce que c'était déjà arrivé ou pas du tout? Alors, j'ai vu cette campagne qui est absolument incroyable, que j'ai un peu
envoyé à tout le monde. Regardez, Ok. c'est super. Alors, je Nous, sais pas, peut-être que d'ailleurs c'est toi qui as envoyé la campagne ou que ça a été reposté ou je sais pas. Parce que Non, Non. je crois que C'est Romain, c'est un Romain, contact ouais. qu'on a en commun qui nous l'a envoyé à toutes À les deux toutes en les plus. deux, ouais. D'accord, ok. Romain de Excellent. Stadium Go, d'ailleurs. Yes. Non, de la même manière que Claire, la question Ouais. c'est pas vraiment posée. Effectivement, on parle vraiment de une section masculine qui vient s'engager. Enfin ouais, je pense que ça se pose plus pour le sport pro que pour le sport amateur Ok. et même le Carrément, sport c'est en plus adapté. entreprise. Mhm. Mais je rejoins aussi sur le fait que c'est assez fort quand on voit la ferveur du public. Moi, quand je vais au parc, par exemple, pour les féminines du PSG, Ouais. et que je vois les ultras quand même qui donnent de la voix et qui donnent de la force à l'équipe féminine, c'est vrai que ça fait plaisir et qu'on se dit que c'est un élan. Enfin, c'est cool que ce soit porté au niveau des ultras Yes. et que c'est eux qui vont venir porter le public au fur et à mesure, quoi. Je trouve ça intéressant, les sports un peu plus mineurs, de se cibler là-dessus, parce que moi j'ai eu l'expérience de travailler pendant 6 mois à la Fédération française de Roundnet Spikeball. Je sais pas si ça vous parle un petit peu, le petit sport avec une sorte de filet au sol Ouais. et on tape une balle dessus. Et c'est vrai que dans leurs valeurs, ils prônent vachement le sport mixte, où en fait il y a une compétition masculine, une compétition féminine et aussi une compétition mixte. Et c'est vrai que dans leurs valeurs, c'était vraiment un message qu'ils voulaient faire passer, de l'accessibilité au sport, en tout cas au niveau des femmes. Et je sais que moi je suis plutôt à Nantes, mais à Nantes, le club de Nantes organise aussi des événements 100% féminins. Et du coup, quand tu parlais du roller derby, je trouvais ça intéressant peut-être d'aller sur le Spikeball, qui est une communauté qui est hyper ouverte dessus et qui, je pense, qui attend que ça. Mais voilà, Claire. Un nouveau sport encore. Non, mais comme dit Camille, il faut quand même rester focus Ouais. parce que sinon après, je pourrais aller dans tous les sports, ça c'est sûr, C'est mais il faut Non, aller mais- là où il y a du sens aussi. Enfin, ça a du sens, comme tu le dis. Mais voilà, que ça. Déjà, on a beaucoup de choses à explorer dans les sports où on est. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est sur la mixité. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant qu'il y ait des sports qui se jouent complètement en mixité. Nous, on y croit vraiment avec le foot. Ouais. Hein. Ah, clairement. Moi, on me pose tout le temps la question pourquoi est-ce que vous faites du que féminin alors que, en fait, ce qu'on prône, c'est la mixité, etc. Bien sûr. On fait du que féminin pour tout un tas de raisons. Le fait qu'il y a plein de femmes qui vont pas se lancer parce Bien que sûr. tu arrives sur un terrain, t'as pas envie d'être jugé. Au début, on les met un petit peu dans Ouais, un il faut espèce qu'elles soient, de cocon pour leur exactement. donner justement la force de s'intégrer sur Bien une sûr. équipe mixte. Mais la mixité, nous, on le voit dans nos tournois. Et en fait, elle est extrêmement forte, cette mixité, parce que déjà, on se rend compte, et énormément de joueurs hommes nous le disent à l'issue des tournois, c'est fou à quel point, en fait, l'ambiance, et on parle pas que du fait que ça joue un peu plus doucement sur le terrain, etc. C'est l'ambiance générale est hyper positive, Yes. hyper différente, donc on croit vraiment à la mixité, et il y a vraiment cette espèce de cohésion d'équipe qui se crée sur le terrain. Alors moi, je crois en la mixité un peu... nous, on est une mixité imposée. Pour que la mixité marche réellement, il faut qu'il y ait minimum 2 femmes sur le terrain pour que vraiment on soit obligé de passer la balle aux femmes, etc. Et que ce Mais soit, cette mixité, comme tu l'imposes, que ce soit pas la femme qui soit mise. S'il y a une femme sur le terrain, qu'elle soit sur en le joueuse champ. de chant, voilà. Mais pas pas au catch, sinon c'est trop facile. Enfin. Exactement. Et en fait, ça crée une ambiance et un truc hyper intéressant, à la fois au niveau du sport, mais aussi au niveau de l'ambiance. Donc, c'est hyper intéressant ces questions de mixité. On va pouvoir passer à la troisième partie, la causerie. Pour la partie causerie, on a décidé en fait, on va parler d'un sujet en particulier, et le sujet qu'on a choisi, ça va être le changement organisationnel. J'ai pu écrire un article dessus il y a quelques semaines, et du coup, comme on en parlait tout à l'heure avec Michel Kang à l'OL, le sport euh, subit souvent des changements, que ce soit dans les directions, des entraîneurs, que ce soit au sein des staffs techniques, etc. Et c'est aussi le cas dans les entreprises. Et je voulais vous poser 2 petites questions. La première question, c'est est-ce que vous avez déjà été à l'origine, ou est-ce que vous avez déjà subi un changement d'organisation dans vos entreprises? Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une petite anecdote dessus, si vous en avez, si vous avez du coup orchestré ce changement ou, entre guillemets, subi ce changement en tant que collaborateur?
Je peux parler d'un Vas-y. changement que nous, on a opéré. Nous, à la base de Manita, Manita n'était que une plateforme, donc la partie communauté de Manita, donc l'organisation de matchs et d'entraînement pour la communauté de joueuses avec la plateforme sur laquelle elles vont s'inscrire à des sessions à la carte. Et en fait, je pense un an et demi après la création de Manita, on a opéré un semi-pivot dans le sens où on s'est mis aussi sur la partie B2B. Donc, on a continué à faire de la partie B2C parce que ça reste aussi le cœur de ce qu'on fait et ce pourquoi on s'est lancé à la base, etc. Donc, hyper important pour nous. Mais en même temps, la partie B2B était hyper importante pour nous aussi financièrement, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça a été un peu une réorganisation. C'est-à-dire que alors qu'on mettait un petit peu toute notre force de frappe sur de la communication et sur animer les réseaux sociaux, etc., il a fallu aller chercher forcément des partenaires, des clients. Il a fallu aussi organiser la relation client. C'est hyper important, en fait. C'est central. Donc, ça a été provoqué, pour le coup. Je pense que il faut faire preuve d'agilité. On a eu toute une période où finalement les personnes qui bossaient chez nous, elles étaient un peu entre les deux. Et puis après, tu apprends qu'en fait, il faut quand même donner des rôles très clairs et très définis en fait aux personnes qui travaillent pour pas être dans un truc complètement flou. Donc ça, c'est important. Et donc ça a été une espèce de transition. Maintenant, je pense qu'on l'a bien géré, mais c'était assez important, c'était assez clé. Tu veux partager peut-être si t'as une... Moi, je pense que alors, de façon organisationnelle, ce qui a évolué récemment, c'est l'ouverture de la boutique, parce que forcément, ça crée à la fois donc, un nouveau canal de distribution et du coup une nouvelle logistique, finalement, en tant que telle. Donc, la boutique n'est pas immense, donc on a du stock à la boutique, on a du stock au bureau, donc il faut aussi organiser les stocks. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là quand la boutique est ouverte. Donc j'ai embauché une vendeuse, mais elle est là à temps partiel, donc parce que c'était important aussi pour moi que je puisse passer du temps à la boutique, et j'avais une autre personne qui fait du commercial, donc que elle aussi elle soit au contact des clients. Donc on a réorganisé un peu la façon dont on travaillait comme ça. Et ce qui est plein de nouveaux défis, parce que moi j'ai fait de la vente dans des stages, mais je suis pas boutique, vendeuse. C'est pas forcément ma compétence première. Enfin, c'est pas forcément ce que j'ai étudié. Et il y a des, c'est bête, voilà, il y a des codes, voilà. Vraiment, le retail, c'est vraiment quelque chose qui est totalement à part. Le retail, c'est quand on a une boutique, hein, bien entendu. C'est vraiment quelque chose d'à part, en fait, par rapport à quand on va justement aller voir directement le client, on va discuter d'une prestation de service, et derrière, on va lui proposer, on va lui faire des échanges qui vont être plus par mail ou en visio. Et là, en fait, on est devant le client il vient, il a pas forcément peut-être un objectif très précis, et en fait c'est plus l'émotion qui va parler en fait par rapport à la collection que tu vas créer. Donc du coup c'est là où l'enjeu il est quand même je dirais plus important, et en même temps je dirais il y a plus de risques, une part de risque qui est un peu plus importante, je pense, sur la partie retail que sur du quand tu es en off, quand tu es en B2B en direct. Après, au-delà du risque, en fait, je trouve que... parce que ça reste pour nous dans le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on voulait faire, et en plus d'avoir une boutique physique pour montrer aussi, pour moi c'était important à toutes les petites filles qui passaient devant la boutique. Mais il y a une boutique, mais c'est pour le sport, il y a des ballons de foot, c'est pour le foot. Et oui, du coup moi je peux jouer au foot. Et pour moi c'était hyper important d'avoir un ancrage physique. Donc c'est aussi une vitrine, une vitrine physique de ce qu'on fait. Et après, du coup, de voir qui sont nos clients dans le réel, je trouve ça assez fou, et de pouvoir échanger parfois avec elles, et
qu'elles nous racontent justement leurs histoires de moi je joue au foot avec mes frères, mais en fait après j'ai jamais pu jouer en club, mais voilà maintenant j'ai 50 ans mais j'aimerais bien jouer en club. Du coup je leur parle de Manita, ils peuvent aller en région parisienne. Je dis mais vous êtes où? Et ça initie des échanges qui sont très enrichissants pour nous et pour... Ouais, c'est l'expérience client, si tu gagnes en expérience voilà. client. Enfin, je trouve que c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà, bien entendu, du risque, aussi, c'est une proximité avec ta clientèle en termes d'expérience, c'est hyper puissant. Et la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que vous pensez que les entreprises de start-up, même de la Sportec, orchestrent ces changements différemment que les entreprises plus classiques, parce que vous pensez que vous avez peut-être une vision plus jeune de ces changements? J'imagine que parce qu'elles sont dans le sport, peut-être que les startups du sport sont peut-être les anticipent différemment parce que c'est souvent, parfois en tout cas, lié à des événements sportifs, à des matchs ou à des gros événements, etc. Donc peut-être qu'il y a ce côté, peut-être être un peu, entre guillemets, tributaire de certains événements. Ouais. Après, en réalité, je pense que les startups VS les entreprises, comme tu dis, normales, etc., les gèrent différemment. Je pense que la différence, elle se fait plus entre start-up et entreprises un peu plus classiques entre start-up du sport et entreprises classiques. Enfin, je pense pas qu'il y ait énormément de différence. D'accord. Ouais, et puis parce qu'il y a aussi les entreprises, typiquement les entreprises de la tech, elles ont une façon de travailler en mode très agile que c'est pas forcément le cas dans d'autres types de secteurs. Donc je sais pas si c'est vraiment lié au sport. C'est pour ça que je disais que j'en sais rien, parce que moi j'ai été dans peu de milieux, mais j'ai quand même été dans des cabinets de conseil, et les cabinets de conseil, ils étaient aussi assez agiles finalement en tant que tels, parce qu'il y avait des missions qui arrivaient, qu'il y avait du commercial, il fallait chercher les clients, etc. Et que ce soit pour le sport, que ce soit pour le retail, que ce soit pour même la santé, en fait, t'es un peu tributaire de ton client qui a le temps, qui est parfois avec des processus qui sont parfois longs, mais ça dépend, comme le dit Camille, plus de la taille de l'entreprise que réellement du secteur d'activité. Du coup, on va passer à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est vraiment dédiée aux auditeurs, à notre audience, et aux auditrices, bien entendu. En fait, là, c'est un peu un épisode un peu spécial, dans le sens où, d'ailleurs, j'ai voulu faire des choses spéciales. Il y a une personne qui vous a posé une question dans votre entourage. Est-ce que vous... Ça fait un peu genre... qui va ouvrir le rideau? Ouais, c'est ça, il y a le rideau, là. Qui est caché. Et c'est une petite déclave, peut-être. Est-ce que vous avez une idée de qui est la personne qui vous a posé cette question? Qui nous connaît en commun, j'imagine que peut-être c'est Emma, vu que c'est elle qui nous a ici. Exactement. J'ai peut-être un peu vendu la mèche avant l'épisode, mais effectivement, c'est Emma. Elle vous a envoyé une vidéo. Elle m'a envoyé une vidéo, carrément. Hello Camille et Claire, j'espère que vous passez un bon moment sur le podcast. J'ai 2 petites questions à vous poser. La première, c'est pour toi Camille. Je voulais savoir si tu allais réitérer le tournoi Dare to Play en 2025 et si tu avais pu trouver des partenaires pour prendre la succession de Deezer et Le Bon Coin. Parce que c'est vraiment une super initiative. Donc s'il manque encore des partenaires et qu'il y a des marques qui entendent ça et qui ont envie de contribuer au développement du football féminin, au développement de la place des femmes dans la tech notamment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ma deuxième question, c'est pour toi Claire. À ma connaissance, tu es une des premières membres de la Sportec à avoir ouvert ta boutique en physique à Saint-Ouen. Je voulais savoir un petit peu ce que ça avait changé pour toi, pour Alké, et le processus qu'il y avait derrière cette démarche d'ouvrir sa boutique en propre. Et voilà. Merci pour vos réponses et à bientôt les filles. Trop chou. Dare to Play, pour remettre un peu le contexte, c'est un tournoi qu'on organise annuellement qui a pour objectif de s'engager pour la féminisation des métiers de la tech à travers la féminisation du foot. Donc c'est un tournoi mixte qui réunit chaque année les gros acteurs de la tech sur une soirée.
Il y a notamment des entreprises qui participent annuellement comme BlaBlaCar, Back Market, Payfit, bien sûr Deezer, Le Bon Coin, la FDJ, Capgemini, enfin voilà. Donc c'est vraiment des acteurs de la tech de toute taille. Et en fait, pendant cette soirée, on a à la fois toute une partie foot, donc ça se passe sur le terrain, et aussi une partie intervention, open mic un petit peu inspirant, donc de personnes qui viennent parler de la féminisation des métiers de la tech, de leur rapport au foot, etc. Donc c'est toujours un tournoi hyper important pour nous. C'est le premier tournoi avec des partenaires, un tournoi inter-entreprise qu'on a organisé. Donc c'est un tournoi qui nous tient énormément à cœur. À l'origine, c'est un tournoi qu'on a organisé avec des partenaires qui sont Deezer et Le Bon Coin. L'objectif de ce tournoi, c'est un petit peu de le faire grandir au fur et à mesure. Deezer et Le Bon Coin, ils ont apporté une énorme impulsion. L'objectif, c'est de faire grandir ce tournoi et d'amener de nouveaux acteurs à venir s'investir sur le sujet. Donc Dare to Play aura lieu à nouveau. On recherche aujourd'hui des entreprises qui ont envie de venir finalement mettre leur nom, leur image et tout leur investissement aux côtés de l'engagement qu'on a pour la féminisation des métiers de la tech. Merci Emma de me poser cette question. Si jamais vous êtes dans une entreprise tech et que vous avez envie de venir vous investir sur un sujet, donc le sujet de la féminisation des métiers de la tech, qui est vraiment un sujet central dans la tech, en fait, très important, avec une initiative qui est à la fois positive, concrète, et qui fait toujours énormément de très bons retours. Claire aussi, tu y étais l'année dernière. Très ludique, de la cohésion. Non, c'était incroyable. Et puis c'est toujours... La façon dont fait Manita les choses est aussi toujours un peu différente des tournois traditionnels. Donc on passe toujours un bon moment qui renforce les liens dans l'entreprise. Donc c'est une super opportunité à chaque fois. Merci Claire. Donc voilà, la réponse est oui, Dare to Play aura lieu à nouveau. On a déjà des partenaires sur le coup et évidemment, tout le monde est bienvenu. Évidemment, tout le monde est bienvenu pour venir donner de la force à ce sujet et à cet enjeu qui est central à la fois pour le foot féminin et à la fois pour la tech. Je crois qu'Emma, elle t'a posé une question spéciale, mais on a déjà un petit peu parlé. Je peux peut-être parler un peu plus du process, comment ça s'est passé, comment on est venu aussi à ouvrir cette boutique et pourquoi Saint-Ouen. D'accord. Donc en fait, c'est un peu comme le roller derby, j'ai envie de dire, c'est une opportunité qu'on a eue. En fait, on avait fait un pop-up store au Grand Contrôle en décembre 2022. C'était un événement qui s'appelait Troisième mi-temps, qui était un peu un pied de nez à la Coupe du Monde qui avait lieu au Qatar. Donc, un événement autour d'un football inclusif, mais sans diffuser les matchs de la Coupe du Monde. Et en fait, on avait fait du coup, donc il y avait toute une programmation et aussi une mise en lumière du football féminin. Il y avait même des petits tournois de foot qui étaient organisés en mixité. Et on avait un pop-up store pendant une semaine là-bas. Et quand on était là-bas, en fait, il y a un des gérants qui était venu nous voir, qui commercialisait le nouveau quartier des Docks de Saint-Ouen et qui cherchait des marques engagées, des boutiques qui cassaient un petit peu les codes de ce qu'on pouvait voir, surtout dans un environnement assez neuf. Finalement, le quartier des Docks, c'est un tout nouveau quartier qui s'est monté en une dizaine d'années où, quand on regarde, parfois, on a l'impression de voir un panneau publicitaire avec des images d'immeubles, tellement c'est presque immaculé, quoi. Et l'idée d'aller là-bas, de nous mettre là-bas sur un cours piéton, donc vraiment en plein cœur des Docks, dans un quartier qui est aussi un quartier très végétalisé, parce que du coup, pour contrer ça, ils mettent en avant des aires de jeu, des espaces verts et faire venir un peu plus la végétalisation en ville. D'accord. Et nous, avec nos vêtements assez colorés, c'était aussi pour donner un peu de la lumière à tout ça et donner de la vie. Et donc c'est pour ça qu'on a été choisi, en fait, on a été sélectionné pour ce projet-là, et pour intégrer le kiosque. Et après, c'est sur le process, finalement, ça a été un peu long parce que j'avais visité du coup en janvier 2023
le quartier et là où on allait être implanté, où il y avait déjà la trace, l'emplacement au sol qui était dessiné. Et il m'avait dit non, mais dans quelques mois, c'est bon, ça sera fait. Donc, on avait fait un peu tous nos plans aussi en se disant bah, ok, on va ouvrir à l'été 2023. Et en fait, bah, comme vous savez, on a ouvert à l'été de 2024. Donc, du coup, ça a mis un an et demi. Ouais, comme Voilà. tout chantier de travaux, Ouais. c'est Donc, tout pareil, hop. Voilà, donc c'était assez. Bah, c'est vrai que maintenant, quand on regarde, bon, un an et demi, c'est pas si long, mais pour une start-up, c'est quand même long. Enfin, bah il peut oui. s'en passer Clairement, ouais. des choses. Et puis surtout, à un moment, on désespère un peu. On fait tous les projets, on fait les plans et tout. Et après, on se dit, bah, en fait, ça va pas avoir le jour. Donc, du coup, on referme un peu le dossier, puis on y revient, et puis on demande où ça en est, et puis on n'a jamais de date. On dit, bon, bah, dans 2-3 mois. Donc, on s'organise pour 2-3 mois, et puis après, on se dit, mais bon, qu'est-ce qui nous dit que ça va vraiment être bon cette d'accord. fois-ci? D'accord, ok. Donc, ça a été assez long, mais on avait cet objectif vraiment de pouvoir ouvrir pour les Jeux Olympiques parce Bien sûr. que c'était, enfin, C'était la vitrine, voilà, enfin, c'était l'idéal. Je veux dire, là, il y avait sur le plan international et puis les Jeux à Paris, donc c'était une superbe opportunité en fait. Exactement, et surtout dans le quartier, c'était un quartier. Enfin, à Saint-Ouen, c'est là où ils accueillaient l'équipe du Brésil. Il y a eu toute la maison des Jeux paralympiques aussi à côté. Carrément. Donc c'était important pour nous qu'on puisse dire, bah, un peu comme quand on a lancé Alké, on s'est dit, on lance Alké pour la Coupe du Monde féminine de foot en France. Bah là, on lance la boutique pour les Jeux Olympiques. C'est ça, sans le savoir. C'est très très fort. Bon, bah, après, c'était un peu programmé quand même. Et donc, du coup, enfin, ce qui est quand même fou, c'est que pendant 1 an et demi, on a attendu. Et que, en fait, c'est que début juin, on nous a dit, bah, OK pour fin juillet. Et donc, du coup, là, on a dû aller débloquer les fonds à la banque, se remettre dans les plans, se dire, est-ce que ça va être bon, revalider les meubles, etc. Donc, c'est vrai que c'était un processus un peu de up and down, un peu comme dans l'entrepreneuriat, mais là, il y avait beaucoup de un up and down. ascenseur très très fort. Voilà, un ascenseur émotionnel très fort. Ok, et super. je pense que Camille pourra en témoigner parce qu'elle a été quand même assez là, même en 2023, où je suis revenue avec la plaquette du truc en disant c'est bon, on ouvre une boutique, et puis finalement, bon, bah, ça... C'est vrai qu'à la fin, on demandait très souvent et c'en est où la boutique, et à la fin, on ne demandait plus trop. Oui, bah, On attendait que l'information vienne à nous. C'est ça. Breaking news. Ok, super. En 2025, c'est une année qui va être chargée en événements, je dirais, pour le sport féminin. Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que dans votre stratégie, forcément, il y a des choses qui sont, je dirais, que vous avez identifiées, que vous avez visualisées? Alors ça, c'est une question d'Hugo, hein. Je spoil, mais c'est la question d'Hugo qui voulait vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez des informations, des stratégies, une vision par rapport à ça? Je pense que nous, on nous pose souvent cette question. Je me souviens que c'est une question qui a été énormément posée au moment justement des Jeux Olympiques. Ouais. Tout le monde nous disait ah, mais waouh, les Jeux Olympiques, ça va être game changer. Qu'est-ce que vous faites pour les Jeux Olympiques, etc. Oui, on met en place des initiatives. Nous, par exemple, avec Manita, on organise des tournois un petit peu thématiques. Pour les Jeux Olympiques, on a exposé au Club France, donc c'était sympa. On met en place quand même des initiatives. Maintenant, notre activité ne dépend pas, heureusement, de ces événements. Et finalement... voilà, notre activité finalement elle change pas énormément au jour le jour, quoi. Oui, il y a c'est un petit peu des coups de com' et de coups de visibilité. Nous, c'est vrai que les événements foot féminin, l'Euro féminin, ça nous donne de la visibilité parce qu'en fait, notamment les médias s'intéressent beaucoup au foot féminin et que du coup, on n'est pas tant de projets dans le foot féminin. Donc, en fait, très souvent, on est sollicité par les médias pour venir parler justement de ces questions-là. Donc, ça, c'est assez chouette parce que ça met en avant nos marques, ça met en avant nos projets. Maintenant, sur la stratégie de communication, marketing en elle-même, je pense pas que ce soit game changer. Okay. Voilà. Bon, c'est mon avis, je sais pas, Claire. Alors, je suis d'accord avec toi. Ça change pas forcément le quotidien. C'est vrai que nous, sur la partie plutôt animation boutique, parce que maintenant, on est aussi dans
cette dimension, maintenant qu'on a un lieu physique, il faut aussi l'animer, il faut Bien aussi sûr. mettre en avant des temps forts, comme on l'a fait. Il y avait Noël, il y avait Octobre Rose, qui est aussi un projet important. Mhm. Et c'est vrai qu'on prévoit pour cet été, et notamment pour l'Euro de foot féminin, d'avoir beaucoup d'activations en lien avec la compétition, D'accord. mais du coup qui sera vraiment aussi de la communication Mhm. en tant que telle, mais essayer de faire aussi, de créer une vie à Saint-Ouen autour de la boutique et à côté de la boutique, en faisant venir les communautés sportives. Mhm. Et il y a aussi, va y avoir cet été, et on n'en parle pas trop parce que forcément c'est moins connu, mais la Coupe du Monde de roller derby Yes. qui a lieu en Autriche. Et comme on est sponsor de Sponsor l'équipe officiel. nationale d'Autriche, on va aussi essayer d'aller en Autriche et de connecter Ok. justement avec les différentes équipes de ce sport-là. Ok. Yes. Voilà. Donc ce sera des moments forts, mais ça ne change pas au quotidien en fait de ce qu'on va faire et de tout le reste des projets que. Ouais. On arrive à la fin. C'est la conférence de presse, un peu comme quand vous partez à la fin avec les joueurs qui posent leurs questions. Alors, comment s'est passé cet épisode Effort Maximum? Est-ce que vous avez envie de partager votre avis déjà là-dessus? Et vous avez aussi le droit tout simplement de partager un message. Moi, mon épisode s'est très bien passé. Yes. Je vous remercie encore pour l'invitation. J'étais très contente de faire cet épisode avec toi, Claire. Rien à voir du coup avec le sport féminin, mais on organise avec la Sportec un événement qui s'appelle IA et Sportec, Yes. qui aura lieu le 19 février. Donc je fais un peu de promo aussi Carrément. sur ça. Ça va être un gros temps fort pour la Sportec. Yes. On va parler notamment de performance grâce à l'intelligence artificielle et de fan expérience. Donc voilà, si vous écoutez cet épisode, voilà, inscrivez-vous à cet événement qui va être très chouette. Pour continuer sur la Sportec et sur les initiatives portées par la Sportec, on a parlé de l'événement du 2 décembre, la place des femmes dans les métiers du sport. J'ai un peu évoqué le livre blanc qui va sortir. Il ne sera pas sorti au moment de la diffusion de l'épisode. Ok. Mais voilà, je vous invite, je le repartagerai, donc je vous invite bien sûr à suivre la Sportec, à suivre nos comptes sur LinkedIn aussi pour suivre l'avancée de ce grand projet d'inclusion dans les métiers du sport. Ok, super. Pareil, merci beaucoup pour l'invitation. C'était super chouette de faire cet épisode. Très riche et très varié aussi dans le contenu de ce qu'on a pu partager. Et c'est toujours chouette de faire les choses à deux et de faire avec Camille. Donc c'était cool, un bon moment partagé. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous dit à bientôt pour justement le prochain épisode d'Effort Maximum qui se déroulera en février et qui se déroulera à Toulouse. Voilà, petite exclue. Et donc, pensez bien, si vous avez envie de passer dans la rubrique de la deuxième mi-temps, envoyez-nous vos questions et donc du coup, on sera ravis de pouvoir justement la sélectionner et la poser à nos invités. Je vous souhaite une excellente journée